Les livres. Mais je crois que je suis tombée dans la lecture toute petite parce que chez moi il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas la télévision, mais il n'y avait pas de bibliothèque apparente non plus chez mes parents. Et j'avais trouvé une bibliothèque qui était cachée au fin fond de la cave, dans l'obscurité. Et j'ai jamais compris pourquoi les livres étaient au fin fond de la cave, derrière les placards de chaussures. Donc là j'ai commencé la lecture en me cachant un petit peu et j'ai lu Zola, Cronin. Voilà, ça c'était quand j'avais 10 ans, je crois que j'ai lu tout Zola quand j'avais 10 ans. Alors c'était un démarrage un peu tragique dans la littérature, parce que c'est vrai que c'est grave, c'est pas facile. Et puis après j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. Je peux pas dire que Zola ce soit une influence, mais dans l'ordre j'ai commencé par Zola quand j'avais une dizaine d'années. Après plus tard à l'adolescence j'ai beaucoup lu Duras. Mais j'ai beaucoup lu aussi Le Clésio. Mais je ne peux pas dire que ce soit des influences qui aient encore un retentissement maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des époques de la vie où on lit des textes. Sûrement ça nous influence. Mais je crois qu'on peut abandonner aussi ces influences au fur et à mesure du temps. C'est vrai que je n'ai plus envie de lire Duras depuis longtemps, mais j'ai vraiment beaucoup lu Duras. Ça correspondait à une époque de ma vie. Mais je ne pense pas que c'est un retentissement dans ce que j'écris maintenant. Et puis plus tard, à l'époque où j'ai fait ma maîtrise de littérature, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours beaucoup Kenneth White, tout ce qui tournait autour du nomadisme intellectuel, la géopolitique. J'aime toujours les textes du grand dehors. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Ce qui fait que maintenant, les auteurs que je lis avec beaucoup de passion, du côté de l'Amérique, ça va être Jim Harrison, parce qu'il m'emmène en balade, vraiment. Et puis Willa Cather. Ça j'aime beaucoup, toujours. Et si j'essaye de faire simple, disons, de garder l'essentiel, ce que je garderai de mes influences en littérature maintenant, c'est plutôt les poètes chinois. Voilà, quand j'ai besoin de me ressourcer, quand j'ai besoin de lire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du roman, parce que les romans passent selon les périodes de notre vie, mais je ne reviens pas forcément sur les romans, alors que la poésie chinoise, la poésie des Tang, Wang Wei, Li Po, tous ces gens-là, pour moi c'est indémodable, donc j'y reviens souvent. Et puis les poètes japonais aussi, certains poètes japonais qui ressemblent, enfin qui ont un peu la même, qui sont un peu de la même famille que les poètes chinois. Et ces derniers temps, ce qui m'habite beaucoup, c'est les contes. J'ai découvert les contes tardivement. On m'en a pas lu beaucoup quand j'étais petite, et d'avoir rencontré des conteurs, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je croyais, les contes. Donc ces derniers temps, je me balade dans les contes du monde et dans les grands récits mythiques, de base, fondamentaux. Ce qui fait que si je partais quelque part sans pouvoir emmener ma bibliothèque avec moi, ben, je pense que je partirais avec voilà, des contes indiens ou des contes soufis dans mon sac. Et puis un recueil de poètes chinois. Et puis il y a un autre grand nom de la littérature que j'aime beaucoup, mais je vais vous raconter une histoire, parce que c'est en fait, c'est pas tellement une influence au niveau de la lecture, ce serait plutôt une influence au niveau de l'écriture, mais pas dans la manière d'écrire, plutôt dans le fait d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, enfin quand je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, il y a une quinzaine d'années, j'ai été très malade, j'ai eu la dengue, une des dingues les plus dures. Donc j'ai été au lit pendant 10 jours sans me souvenir de quoi que ce soit, c'était un vrai trou noir. Et c'est vrai qu'au bout de 10 jours, j'avais tellement été vidée de mes forces, je pouvais ni lire, ni me lever, ni manger. C'était un vrai trou noir. Au bout de 10 jours, je me suis retrouvée face à une espèce de situation de dépression, moi qui n'ai jamais été déprimée de ma vie, ni angoissée, ni rien du tout. J'avais plus envie de me lever. Or j'avais quand même un petit garçon à élever. Donc j'étais couchée dans mon lit, je ne pouvais rien faire et je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour me réveiller, pour me sortir de cet état-là. Et j'avais ma bibliothèque à portée de main, où j'étais à l'époque. Et j'ai demandé de l'aide, je me dis il faut me donner un signe. Et donc j'ai mis la main sur un livre d'Octavio Paz,
que j'avais avec moi depuis plusieurs années, que j'avais pas entièrement lu, mais qui était toujours sur ma table de chevet. C'est L'Art qu'elle a à lire. J'ai ouvert et je suis tombée sur une page où il parlait du poète, du rôle du poète, du côté transcendant de la poésie et du fait que c'était fondamental. Enfin, il y avait une page magnifique sur l'écriture, la poésie, ce que j'aimais. Et pour la première fois depuis 10 jours, j'ai réussi à me lever, je suis allée dans la pièce à côté, j'ai été allumer la télévision, je tenais à peine debout, et au moment où j'ai allumé la télévision, il y avait les informations. Et il y avait le visage d'Octavio Paz, et on annonçait sa mort. Et là, j'étais sauvée, c'est-à-dire qu'il y avait eu une connexion qui s'était faite. C'était comme une espèce de flambeau, je ne vais pas dire que c'était le flambeau d'Octavio Paz, j'aurais pas cette prétention-là. Mais donc j'avais l'impression qu'il y avait un message pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai mis en page mes textes, vraiment, et c'est à partir de là que j'ai été éditée en poésie. Mais je crois que je le dois à Octavio Paz parce que c'était un clin d'œil de la vie, m'a réveillée, m'a sorti de mon état. Et c'est depuis que j'écris régulièrement et que je sais que c'est possible d'écrire et que c'est important. Voilà, donc ça c'est une influence, mais une influence fondamentale au niveau de vivre et écrire. Alors je crois, sans mentir, que j'habite des quartiers les plus beaux de Nouméa. Mais je pense que tous les gens de Nouméa doivent dire ça. Mais j'ai une position privilégiée parce que je domine toute la ville. Et sur la colline où j'habite, quand il y a des feux d'artifice, au 14 juillet, au Nouvel An, tous les gens de Nouméa montent là parce que c'est vraiment l'endroit le plus élevé de la ville. Et en plus, c'est un endroit où il y a le port, donc on a accès à l'entrée et la sortie des navires, non seulement des petits bateaux de plaisance, mais tous les grands paquebots de plaisanciers qui viennent d'Australie, du Pacifique, s'arrêtent là. Donc ça donne un côté terriblement, je dirais, exotique et nostalgique de voir ces grands paquebots qui arrivent, et puis après ils appellent les gens, ils sonnent, enfin ils envoient un sifflet sonore et puissant pour appeler les gens pour repartir vers leur... Et moi j'aime beaucoup cette atmosphère-là. En plus, vu où on est situé, on a accès à toutes les montagnes du sud, c'est-à-dire que la vue va très 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 loin. C'est pas seulement une vue sur l'océan, c'est aussi une vue sur la terre. Parce que la Calédonie c'est la mer, mais c'est beaucoup aussi les montagnes. Et donc on voit le Mont d'Or, enfin on voit la montagne très très loin, du haut de ma terrasse. Et puis c'est un reste dans Nouméa qui se construit énormément. Là, depuis 10 ans, il y a un peu la folie de la construction, surtout ces dernières années. Ça reste un endroit où il y a de l'herbe. Les gens viennent le soir manger leur McDonald's sur la colline. Les amoureux viennent se faire des bisous dans les coins. Là, c'est un endroit où je peux promener mon chien. Et c'est une impasse. Alors on ne peut pas dire qu'il y a une grande vie sociale. Il n'y a pas de magasin, c'est un promontoire. Mais c'est un endroit qui est très envié parce que tous les gens qui viennent ici disent « Mon Dieu, mais c'est incroyable d'habiter ici ». Et c'est aussi un petit peu une situation de vigie. Par moments, j'ai l'impression d'être là pour surveiller la ville. Je domine le gouvernement, je domine la province sud. Quand il y a des manifestations, et il y en a quand même beaucoup dans ce pays, des manifestations sociales, les syndicalistes qui s'énervent, tout ça, eh ben, je suis plus haute que les gendarmes, je suis plus haute que les mobiles. Et donc j'ai une vue sur ce qui se passe, je vois arriver les défilés de partout. Et j'ai l'impression de survoler tout ça avec beaucoup de légèreté, alors qu'en bas c'est un peu le chaos des fois certains jours. Donc c'est une position stratégique. Et puis pour moi c'est important aussi parce que c'est un quartier qui me permet de bien écrire avec une tête bien dégagée. J'aurais bien du mal à vivre entre des immeubles où je ne pourrais pas rêver, où ma tête ne pourrait pas s'échapper. Et puis quand on a travaillé toute la journée dans le bruit de la ville, c'est un endroit presque campagnard. Voilà, c'est un bel endroit pour vivre. Ça s'appelle la pointe de l'Artillerie. Il y a les militaires qui sont à gauche, là il y a toute une pointe qui est occupée par c'est des terres qui appartiennent à l'armée. Et ici c'est un petit îlot aussi sympathique, mais on n'est pas coupé de toute vie parce qu'il y a un foyer pour jeunes à côté.
Ça s'appelle l'allée des Bougainvilliers d'ailleurs. Et il y a le foyer des Bougainvilliers. Et c'est très intéressant parce que c'est des petits adolescents, des enfants qui ont des tas de problèmes sociaux, de famille. Les gens ne peuvent plus s'occuper d'eux. Et donc ils vivent juste à côté, ils sont dans la rue et il y a tout un... On se connaît, on est attentifs les uns aux autres. Ils connaissent le chien, le soir je fais la balade, je vois ce qui s'y passe. Quand il y a des drames, je suis un peu au courant, promenant mon chien. Donc ça me permet de prendre la température aussi de la jeunesse et des tas de difficultés qu'il y a dans ce pays. Même si c'est un quartier riche, parce que c'est vrai que ça fait partie des quartiers un peu chics, en même temps, on vit avec ces jeunes qui ont des tas de soucis sociaux, qui viennent de tous les quartiers de Nouméa et qui sont en difficulté. Et c'est bien, ça permet de bien prendre la température de ce qui se passe ici, à Nouméa. Alors, la petite enfance. Ben, je suis née dans une école. Ça commençait bien déjà. Moi, j'ai dû naître à la maternité, c'est sûr. Mais disons qu'une fois terminée, je suis revenue dans ma petite école de campagne. Donc j'habitais au fin fond de la Lorraine, dans un tout petit village où ma mère était institutrice. Elle était jeune et elle avait d'ailleurs une classe avec tous les niveaux. Elle avait des élèves qui allaient de 6 ans à 18 ans. Et l'école était située en haut d'une colline. C'est peut-être pour ça que j'habite en haut d'une colline, je ne sais pas, mais ça dominait tout le village, un village très plat. Il y avait une colline, une seule. On était en haut de la colline. On n'y est pas resté très longtemps, après on est retourné en ville. Je ne vais pas dire qu'il me reste des souvenirs de ça, mais disons que toute mon enfance, on avait gardé des amis, donc je retournais dans ce village régulièrement, très très souvent. Donc j'ai quand même grandi en partie dans ce village. Et le souvenir que j'en garde, quand on y retournait, c'était une personne. En fait, j'étais toute petite, hein, c'est sûr que j'étais une petite bonne femme, je devais déjà aimer les hommes et les garçons, parce qu'il y avait le fils des amis qui habitaient là dans l'école aussi, c'était un très grand garçon pour moi. Et c'était, je me souviens encore de l'émotion quand je le voyais, et pourtant j'avais 3, 4, 5 ans. Et je me souviens, je courais vers lui avec un bonheur et je lui sautais dans les bras. Et c'est resté longtemps quelque chose d'important. C'est lié à ce village-là, le bonheur que j'avais de courir vers ce garçon qui représentait un grand frère, quelque chose, mais c'était quand même... voilà. Donc ce village, il est lié à... Il s'appelait Francis d'ailleurs, il serait très étonné aujourd'hui que je parle de lui. Ensuite on a été en ville, je ne vais pas raconter d'histoire, j'ai pas eu une enfance très rigolote. C'était pas une belle histoire avec des parents qui s'aimaient. C'était pas très gai à la maison. J'ai passé beaucoup de temps dans les écoles, puisque ma mère était institutrice et que je la suivais. Donc le matin, j'étais très tôt à l'école avec elle. Elle corrigeait ses cahiers, j'étais très tard dans... J'ai fréquenté beaucoup les écoles. Et mes premiers souvenirs dans l'école sont liés à ma mère aussi. Fatalement, parce que je me suis retrouvée en classe avec elle. Donc j'ai dû être son élève en CE1, à l'époque de l'apprentissage de la lecture. Et c'est peut-être ça qui est le plus drôle, et c'est que ça a été une année très difficile, déjà parce que j'étais avec elle en classe et qu'elle ne voulait pas du tout faire la différence entre moi et les autres. Donc il fallait que j'appelle madame comme les autres ou maîtresse. C'était une opération difficile. Mais surtout, je n'arrivais pas à apprendre à lire. Impossible, je ne pouvais pas lire. J'arrivais pas à apprendre l'heure non plus. C'était vraiment... Et elle a vraiment cru qu'elle avait fait une fille débile. Donc ça a été une année redoutable. Je ne pouvais pas. La lecture, lire le cadran de la montre... je ne sais pas si c'est parce qu'elle était là ou parce que c'était difficile. Enfin, j'étais peut-être trop jeune. J'étais décalée dans l'année. J'étais de fin d'année, donc j'étais plus jeune que les autres. Donc autant vous dire que l'année que j'ai passée en classe avec ma mère a été une année de grande souffrance. Donc c'était pas drôle là. À la maison, c'était pas non plus très drôle. Mais on va dire que ce qui est fondamental dans mon enfance, c'est mon frère. C'est-à-dire que j'avais un frère qui avait 2 ans de plus que moi. Et j'étais collée à mon frère. Et mon frère ne me supportait pas. Donc il a passé toute son enfance, lui, à essayer de se débarrasser de sa sœur.
Donc ça forge beaucoup de choses dans le caractère, parce que j'ai longtemps essayé d'être quelqu'un de le plus gentil possible pour être accepté par ce frère qui était vraiment horrifié par cette sœur qu'il avait à traîner partout. Donc longtemps j'ai été très silencieuse, je faisais pas de bruit, je dérangeais personne. Et surtout je savais pas quoi faire pour être aimée, c'était un mystère. Bon, c'était pas, voilà, très facile. Et ceci dit, je suis restée très proche de lui, j'ai lutté pendant longtemps et je suis quand même restée très proche de lui. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, en 2002, mon frère est mort. Je l'avais suivi sur une île où il vivait au fin fond de l'Atlantique Nord. Et j'avais été vivre là-bas parce qu'il y vivait. Donc je le suivais toujours. Bon, pour des raisons diverses et variées, il est mort là-bas, dans cette île-là. Et à partir du moment où il est mort, c'est vrai que j'ai perdu toute mon enfance avec lui. Et à la limite, je considère que j'ai plus d'enfance. Et c'est pas quelque chose qui m'habite. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus libre que d'autres gens qui ont la nostalgie farouche de leur enfance. Il y a beaucoup d'écrivains qui se nourrissent de leur enfance parce qu'ils ont une grande nostalgie. On dit souvent que c'est le paradis, l'enfance, et que toutes nos pensées, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens que j'ai croisés, surtout dans l'écriture, qui aiment leur enfance, qui aiment le bonheur qu'ils ont éprouvé, les gens, les lieux. Et moi, j'aime pas grand-chose de mon enfance, mais ça me pose pas de problème, et ça m'en pose encore moins que la personne qui était témoin de cette enfance, qui était mon compagnon d'enfance, a disparu. Donc en fait, je vis comme j'ai déjà pas beaucoup de racines, et mon enfance ne m'intéresse pas tellement en fait, donc c'est pas quelque chose qui me nourrit. Voilà. Donc j'éprouve une grande liberté par rapport à ça. Ça me permet de vivre le quotidien et l'avenir avec beaucoup d'ouverture et de possibilités. Vu que je n'ai pas comme élément, comme référent, une enfance parfaite ou un bonheur parfait. Moi je me souviens, j'ai rencontré un jour un garçon, enfin un homme, il était persuadé qu'il ne pourrait jamais être aussi heureux que ses parents. Ses parents s'aimaient tellement, c'était un tel bonheur, et c'est vrai qu'il n'y arrivait pas dans la vie, parce que c'était tellement le paradis, ses parents étaient tellement des figures d'amour exemplaires, qu'en fait il n'arrivait à rien dans la vie. Et moi, de ne pas me nourrir de cette enfance-là, de ne pas l'aimer particulièrement, eh ben, je ne la balade pas avec moi, sauf quand on me fait parler un petit peu, mais ça ne me préoccupe pas. Et je me suis toujours sentie beaucoup plus libre en fait d'avancer dans la vie parce que je ne traînais pas mon enfance derrière moi. Si je fouille dans mes souvenirs d'écriture, je pense que j'ai commencé par la poésie. J'ai commencé par la poésie quand j'étais adolescente, mais ça c'est pas très original parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit de la poésie à l'adolescence. Mais ce qui est peut-être particulier, c'est que quand j'ai quitté ma ville natale à 18 ans, que je suis partie, je suis jamais retournée là-bas, j'ai noyé tous mes textes dans une bassine. C'était un acte symbolique que je faisais pour me débarrasser et de l'enfance et des mauvais souvenirs et de cet endroit que j'avais plus du tout envie de fréquenter. Donc ces poésies, je les ai perdues, elles étaient assez terribles, je crois. Et je suis bien contente parce que j'ai découvert plus tard que ma source poétique n'était pas celle-là, que c'en était une autre. C'est-à-dire, si je m'explique, la poésie pour moi c'est vraiment un chemin vers la lumière. C'est-à-dire que je cours après les images et j'ai toujours l'envie, quand j'écris de la poésie, d'aller vers le haut et pas vers le bas. C'est-à-dire que c'est comme un petit peu un chemin spirituel, la poésie. J'essaye de ne pas faire des poésies très longues. Je fais de la poésie un peu... C'est vrai que je suis inspirée aussi par l'Asie, par les Chinois, les Japonais. Donc c'est un peu ce type d'écrit après lequel je cours. Et c'est sûr, j'y parle de choses visuelles. Hein. Je parlais de géopoétique tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des textes où j'essaye de me situer en tant qu'être vivant dans le moment, dans l'instant, dans un lieu précis.
Il y a des textes d'amour aussi, c'est sûr que la poésie nous permet aussi de dire l'essentiel des choses. Voilà. Donc en fait, tout ce que j'écris quand j'écris de la poésie, et je l'écris par bloc de temps, par bloc temporel. Il y a des périodes où j'écris pas du tout de poésie. Pendant un an, j'écris pas de poésie. Parce que je m'occupe d'autre chose et parce que j'en ai pas forcément besoin. Donc quand je vis des grandes émotions, c'est sûr que souvent ça va avec une production poétique. Ou quand je découvre un endroit, j'écris de la poésie en voyage. Je me souviens d'avoir écrit beaucoup aussi pendant le Festival des Arts du Pacifique. En 2000, on a accueilli sur le territoire toutes les délégations du Pacifique, tous les gens qui dansaient, et d'avoir beaucoup fréquenté tous ces danseurs, d'avoir été vraiment dans le cœur du Pacifique pendant une période qui était de 15 jours. J'ai beaucoup écrit sur la danse, parce que c'était un peu l'équivalent de faire des photos. Je fais pas beaucoup de photos, donc je trouve qu'une poésie, souvent ça remplace, dans le temps, dans l'espace, ça remplace bien une photo, parce qu'on y met soi-même, alors que dans la photo on y met un peu de soi-même, mais beaucoup de ce qu'on voit. Et voilà, j'en ai besoin ponctuellement pour faire le point, pour savoir où j'en suis aussi. Donc souvent les recueils mais j'écris pas seulement des choses lyriques, hein, c'est-à-dire que j'ai vécu aussi 3 ans à l'île des Pins, toute seule, avec mon petit garçon. C'était loin d'être facile, mais ça m'a permis aussi, dans le silence, je me souviens tard le soir, j'écrivais dans la cuisine, alors que j'étais vraiment très solitaire et que c'était pas évident, mais je sais que ça m'a permis d'aller à l'essentiel aussi. Donc le fait d'écrire de la poésie assez brève, assez courte, dans des situations pas toujours évidentes, ça permet d'aller au cœur des choses, d'essayer de sortir une sorte de vérité des lieux, des situations. Ce qui est l'opposé du roman où, dans le roman, on construit quand même une trame. On ne fait pas dans l'instantané dans le roman. Donc souvent, quand j'écris de la poésie, je ne m'occupe pas de roman. Et puis quand j'essaye de venir à bout d'un roman, ben, je m'occupe peut-être moins de poésie aussi, parce que ça me prend toute mon énergie. Il y a une exception, c'est vrai que le dernier texte que j'ai écrit, qui n'est pas publié encore, qui s'appelle Bleu, l'âme du jardin, qui se passe en grande partie dans le jardin Majorelle à Marrakech, part de Jacques Majorelle qui est mort, qui est dans sa tombe, et il parle du fond de sa tombe. Et il parle de son œuvre de peintre, il parle de son enfance, et en parallèle, les chapitres sont coupés d'un texte poétique. Parce que soit je lui fais écrire de la poésie, soit c'est de la poésie qui séquence les moments du roman où il y a beaucoup de tiroirs, et pour que le lecteur puisse faire une pause entre les chapitres, qui souvent sont écrits par cet homme qui est mort, qui sont écrits par lui de son vivant, qui sont aussi écrits par la narratrice, qui est censée être une vieille femme. J'ai intercalé des poésies qui ont à voir avec le roman. C'est comme un espèce de négatif du roman, des moments d'écriture. Ce qui fait que c'est un roman un peu incasable dans aucune collection. Les éditeurs n'ont pas l'air d'être très intéressés, parce que c'est en même temps de la poésie et c'est en même temps un roman, avec plusieurs voies narratives. C'est un peu compliqué, c'est peut-être pas très facile pour le lecteur. Mais moi, c'est un travail global. Donc c'est un travail que j'ai pas pu dissocier. J'ai pas pu décider de faire un recueil de poésie et le roman. C'était complètement imbriqué comme une trame de tissu et je pouvais pas séparer la poésie du roman. Donc il arrivera ce qu'il arrivera à ce livre. C'est pas grave. Moi, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de l'écrire et puis on verra bien. Pour l'instant, c'est pas très important. Moi, je considère que ce qui est important, c'est écrire. C'est pas forcément d'être publié. C'est compliqué d'être publié et les livres, ils sont publiés au moment où ils doivent l'être. Mais ce qui fait du bien, c'est de les écrire. Parce que ça a un côté cathartique, l'écriture, enfin, en tout cas pour moi. Donc une fois que j'ai fini d'écrire un roman, je peux passer à autre chose. C'est un peu comme l'enfance. J'avance. Et par exemple, le premier roman que j'ai écrit s'appelait Dernière campagne. Il mettait en scène un général de l'armée napoléonienne qui meurt en Russie dans la neige, écrasé par son cheval qui est mort. Il ne peut pas se relever, il est complètement coincé dans la neige, donc il va mourir. Et il revoit, défile dans cette situation-là, toutes les femmes qu'il a rencontrées dans sa vie, à qui il a fait beaucoup de mal. Et puis,
À un moment donné, ayant fait le tour de toutes ces femmes, cette façon terrible qu'il a eu de se comporter avec elles, il se rend compte qu'il ne peut pas mourir parce qu'il va vers quelque chose de plus fort, vers une espèce de lumière en lui. Et en fait, on est amené à se rendre compte qu'il avait rencontré, avant de partir en Russie avec Napoléon, avec Bonaparte, il avait rencontré la femme qu'il lui fallait, la femme qui lui convenait. Et ils n'avaient pas concrétisé cet amour-là. Ils s'étaient aimés, mais c'était un amour qui était resté assez pur. Et en fait, il sait qu'il ne va pas pouvoir aller la retrouver, il ne va pas pouvoir devenir l'homme qu'il devait devenir. Parce que son destin s'arrête là. Et cet homme-là, il s'appelle Louis. Je l'ai promené avec moi pendant des années, c'est-à-dire qu'il m'habitait physiquement. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi, mais il m'obsédait. Physiquement, par moments, j'avais l'impression d'être lui. C'est-à-dire que j'étais habillée comme lui dans la journée, j'avais ses grandes bottes noires. Et donc à un moment donné, il a fallu que je me débarrasse de lui, parce que je ne pouvais pas. Après, on va à l'hôpital psychiatrique, dans ces cas-là, on devient fou. Donc c'est un peu, voilà, je me suis débarrassée de lui en le faisant vivre dans ce texte-là. Et le roman a une trame extérieure, puisque c'est encore un roman à tiroir. En fait, c'est une femme qui écrit, c'est pas moi, c'est une narratrice, c'est un écrivain qui essaye de se débarrasser, c'est pas ma vie à moi, hein. Mais disons qu'elle arrive à faire vivre Louis et à se débarrasser de lui parce qu'elle arrive à écrire sur... c'est un roman sur le processus de l'écriture romanesque en fait. Il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Mais autant dire qu'après je me suis sentie vraiment bien et libérée. J'avais réglé quelque chose qui n'avait pas forcément à voir avec ma vie, hein, ni avec mon passé. Et à chaque fois que j'écris quelque chose, je vais bien. Je passe à autre chose dans ma vie. Et le dernier, c'est pareil. Donc tout ça pour essayer d'expliquer que pour moi l'écriture, c'est pas raconter des histoires, parce que souvent quand je discute avec des écrivains, ils disent on écrit pour raconter des histoires. Et voilà. Moi bien sûr, je raconte des histoires, mais c'est plutôt un chemin de vie. C'est-à-dire que c'est comme des pierres que je dépose sur le chemin. À la fin, je ne sais pas si j'aurai toujours des choses à raconter, mais je me renouvelle dans l'écriture. Et je suis encombrée de beaucoup moins de choses. Ça me permet d'aller vers des gens nouveaux, ça me permet d'aller vers des étapes de ma vie aussi. Mais pas en racontant ma vie. Donc je ne fais pas de psychanalyse sur le papier, pas du tout. Mais le fait de faire des transferts hein, sur des personnages qui ont des destins un peu incroyables et qui sont des hommes d'ailleurs souvent. Hein, j'écris souvent, je prends la parole à la place des hommes. Eh bien... je chemine et moi, en tant que femme, j'avance. Et je sais pas du tout, les personnages viennent m'envahir. Jacques Majorel, là, qui était donc un peintre qui est né à Nancy, comme moi, en Lorraine, et qui est parti vivre au Maroc, qui a été un peintre qui a fait des choses magnifiques, qui est très peu connu. C'était le fils de Louis Majorel, le décorateur Louis Majorel. Je suis devenue, c'est-à-dire que j'ai écrit à sa place. Quand il était dans sa tombe, je ne sais pas comment c'est possible d'écrire à la place de quelqu'un comme ça. Mais fatalement, c'est devenu mon chemin. Son chemin est devenu mon chemin. Et grâce à lui, moi je me suis débarrassée d'énormément de choses qui m'encombraient encore pour avancer dans la vie. Donc c'est ça mon inspiration. Je pars d'images qui m'habitent, de gens que je ne connais pas et qui prennent beaucoup de place. Et c'est comme s'ils réclamaient en fait. Des fois j'ai l'impression qu'ils me réclament que je m'occupe d'eux. Donc je m'occupe d'eux, puis quand je me suis occupée d'eux, je continue ma route et je vais vers d'autres horizons. Je crois que j'ai toujours été passionnée par les îles à partir du moment où j'ai mis le pied sur les îles. C'est-à-dire que moi je suis née vraiment au cœur de l'Europe, du continent européen. Je suis née à la campagne, en Lorraine. Je suis allée quelquefois, quand j'étais enfant, je suis allée au bord de la mer, donc j'ai bien vu que c'était quand même très très différent. Pour moi, quand je retournais à la fin de l'été en Lorraine, c'était un vrai calvaire, c'était difficile. Donc j'avais cet appel d'aller ailleurs. Et je pense que mon rapport avec les îles a commencé toute petite en Bretagne. On faisait des colonies de vacances, mes parents étaient directeurs de colonies de vacances. Et pendant plusieurs années, on a été dans une toute petite ville du Finistère Nord qui s'appelait Carantec. Et à Carantec, la colonie dans laquelle on était possédait une petite île
Et on allait camper dans cette petite île, qui était minuscule, c'était un mouchoir de poche. Et c'était une île, on y allait à pied, et quand la marée montait, elle s'appelait l'île Calotte. Et quand l'île montait, on était coupé du monde et de la vie. Il fallait se dépêcher, il y avait des horaires, il y avait une espèce de voie pavée pour y aller. Mais des fois, le temps d'y aller, on pouvait être envahi par l'eau. Donc il fallait faire très très vite. Et donc on nous laissait là-bas, les jeunes, les enfants, pendant 2-3 jours. Et c'était la grande aventure. Parce qu'on était loin des autres, on était loin de la terre, et on était comme des Robinson, on était très 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 heureux. Et je crois que ce sentiment, en plus, j'étais amoureuse à l'époque, j'étais déjà amoureuse, hein. Je sais pas, j'avais 9 ans. Et c'est là que j'ai connu le premier garçon dont j'étais amoureuse, d'ailleurs je le connais toujours, on est toujours amis. Et on était coupés des autres adultes. Bon, on avait bien sûr un moniteur avec nous, mais les adultes n'étaient plus là. Puis moi, en plus, j'avais mes parents sur le dos, parce qu'ils étaient directeurs de la colonie de vacances. Donc j'étais dans cet espace-là, et tout était possible, et on était contents, parce qu'en plus, c'était très magique, parce qu'on y allait à pied dans l'île. Et une fois qu'on était passé, la mer nous séparait. Et je pense que ça m'a longtemps habité, cette espèce de joie d'être en même temps isolée sur l'île et en même temps d'être seule face au monde, enfin, d'avoir cette liberté et cette fermeture en même temps. Et je pense que c'était la montée des eaux, c'était ce fait de marcher et de savoir qu'après la mer recouvrait le passage et qu'on était complètement isolé. Bon, ça c'est pour le générique de l'histoire des îles. Et puis j'ai beaucoup aimé la Corse quand j'étais jeune, j'ai beaucoup marché en Corse, j'allais en Corse. Et c'est vrai que c'était un endroit fantastique parce que c'est excessivement beau la Corse. C'est un endroit qui mêle la montagne, les torrents, la mer. Il y a des couleurs et des odeurs que j'ai retrouvées nulle part ailleurs dans aucune des îles que j'ai connues. Et ensuite, plus tard, je suis allée vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors là, j'ai vraiment su ce que c'était l'ambiguïté de vivre sur une île. Parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vraiment tout petit, hein, ça fait 6 km sur 7. On est loin de la France, c'est sûr, mais on est en plein cœur de l'Atlantique. On est pas loin du Canada, mais on est loin du Canada quand même, hein. Il faut 4 heures de vol pour aller à Montréal. Il y avait 2 heures pour aller à Halifax. Et c'était renforcé, l'insularité à Saint-Pierre-et-Miquelon est renforcée par l'hiver, par les tempêtes de neige, par la brume. Et bien des fois, les avions ne pouvaient pas se poser. Il fallait repartir, parce qu'il y avait de la brume. Et des fois, on attendait à l'aéroport de Montréal ou d'Halifax, et on téléphonait, en attendant notre avion, on téléphonait à Saint-Pierre pour dire « Alors, est-ce que la brume s'est levée? Est-ce qu'on va pouvoir partir ?» Donc c'était très très compliqué. Il y avait du vent, quand il y a des tempêtes de neige, on ne peut pas sortir de l'île non plus, hein, quand l'hiver est là, c'est pas facile. Mais, voilà, là c'est imposé à moi cet amour des îles, c'est-à-dire qu'en même temps j'étais prisonnière de cette île qui n'était pas la mienne à l'origine, puisque j'étais pas née là-bas. Je m'y sentais comme dans un cocon. J'étais protégée, je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver, c'était très très maternel. Et d'un autre côté, très rapidement, j'ai étouffé là-bas. Forcément, parce que tout le monde se connaît, parce qu'on a beau faire le tour de l'île tous les jours à pied, on a envie d'aller ailleurs. Et puis comme la mer, elle est mauvaise, hein, on ne peut pas aller comme ça prendre son bateau, c'est la pleine mer, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lagon comme en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas beaucoup aller sur la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, surtout l'hiver. C'était difficile. Et quand j'ai quitté Saint-Pierre, c'était parce que je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment à ma place. J'avais besoin d'autre chose. Et n'étant pas née là-bas, contrairement aux gens de là-bas qui peuvent vivre toute leur vie, moi j'avais du mal. Mais j'avais pas fini mon histoire avec les îles, puisque je suis venue en Nouvelle-Calédonie après. Mon objectif au début, c'était la Polynésie. Je voulais aller à Tahiti. J'avais cette espèce de mythe de Tahiti, donc il fallait que j'aille dans le Pacifique. C'était une obligation depuis toute petite, j'avais commencé à vouloir venir ici, j'avais 17 ans. Je voulais quitter la Lorraine pour venir en Nouvelle-Calédonie. J'étais pas venue parce que je suis partie faire des études. Donc, dans un premier temps, je suis revenue en France et je suis repartie en Nouvelle-Calédonie. Alors la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est grand quand même. C'est une île, mais c'est une île qui est grande, c'est-à-dire qu'on peut prendre sa voiture, on peut faire 400 km, il y a des tas de gens différents, il n'y a pas énormément de monde, mais il y en a quand même plus qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis on vit beaucoup dehors aussi. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on était enfermés dans les maisons une bonne partie de l'année. Donc l'enfermement, il était multiplié à Saint-Pierre-et-Miquelon. À cause du froid et de la neige et des conditions météorologiques, souvent,
ben, j'étais enfermée dans ma maison. Donc c'était une île dans l'île et c'était un peu dur. Ceci dit, j'ai beaucoup de nostalgie. C'est très contradictoire, mais j'ai énormément de nostalgie de Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que les gens là-bas sont particuliers. Et j'ai beaucoup aimé les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, franchement. J'ai toujours des amis là-bas et le jour où je pourrai y retourner, ça va être bien. Donc je suis arrivée ici. Et très rapidement, j'ai été obligée pour des raisons personnelles, je suis partie à Tahiti. Et Tahiti, ça n'a pas été facile. Parce qu'ici, si on compare les deux îles, par rapport au problème de l'insularité, ici on se sent quand même rattaché à des mondes. Il y a l'Australie à côté, il y a la Nouvelle-Zélande. On n'y va pas souvent, mais disons qu'on sait que c'est pas trop loin. Il y a des grandes villes, il y a Sydney, on peut prendre l'avion le week-end, c'est quand même une chose qui est possible. Mais quand on arrive à Tahiti, on est perdu. On sait qu'on est là et qu'il n'y a rien à faire, on est perdu en plein cœur de l'océan Pacifique. Et c'est quand même pesant. Alors bien sûr, il y a plein d'autres îles, hein. Il y a tous les chapelets d'îles autour, si on a les moyens, on peut y aller, tout ça. Je ne suis pas restée très longtemps, j'ai vécu 3-4 mois là-bas en Polynésie. Et je suis revenue ici, toujours pour des raisons personnelles. Et quand je suis revenue ici, j'ai trouvé un poste, je suis partie travailler à l'île des Pins. Donc je me suis retrouvée dans une toute petite île, aussi petite que Saint-Pierre-et-Miquelon, 6 km sur 7 à peu près, avec aussi peu de population. Et là, je dois dire que j'ai beaucoup souffert de l'insularité. Là, ça m'a semblé... j'avais pas trop le choix, il fallait que je travaille, que j'élève mon fils. Ça m'a permis d'écrire beaucoup. Ça m'a permis de connaître la culture kanak, de connaître les gens. Parce que c'est important quand on vit ici de vivre avec les gens, de savoir qui ils sont et d'approfondir le quotidien. Donc j'ai bien vécu avec les gens, mais je me suis vraiment sentie prisonnière. Et en plus, bon, il y a des histoires de bagnes qui tournent en Nouvelle-Calédonie, de prison. Hein. Ce sont des îles qui ont servi de bagnes. À l'île des Pins, on a déporté les Kabyles qui avaient fait les révoltes de 1870 en Kabylie. Les chefs se sont retrouvés déportés à l'île des Pins. Et moi j'avais le sentiment d'être un peu avec eux au bagne en fait. D'être là parce que j'étais obligée de travailler et eux ils avaient été déportés là. Ils faisaient du fromage de chèvre, ils étaient loin de chez eux. Et j'ai eu des connexions comme ça assez fortes quand j'étais à l'île des Pins. Parce que j'étais en plus dans une culture qui n'était pas du tout la mienne. J'ai connu des gens, hein, mais j'ai eu des amis là-bas. Mais je me sentais vraiment aux antipodes, totalement, non seulement géographiquement, mais au niveau culturellement. C'était la chose la plus différente, il n'y avait aucun point commun entre la vie que je menais là, les gens et moi-même. Donc c'est très difficile de se définir et de continuer à exister quand on est dans une île perdue avec laquelle on a très peu de points communs et qu'il faut y vivre quand même, parce que moi j'y étais pour travailler. J'ai bénéficié des côtés agréables de l'île des Pins, les plages sont magnifiques, le climat aussi. Mais c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire, à mettre en forme tout. Donc ça sert aussi l'insularité et l'emprisonnement. Parce que forcément il faut se libérer d'une façon ou d'une autre, on tourne en rond. Et donc finalement c'est par l'esprit que je ne suis pas sûre que j'aurais écrit les mêmes choses si j'étais restée en France, je pense pas. Si j'avais vécu à Paris, j'aurais jamais écrit les choses que j'ai écrites. Et je pense pas que les personnages qui sont venus me visiter quand je vivais seule à l'île des Pins, ils seraient pas venus me visiter, j'aurais pas mis en forme les choses que j'ai écrites. Donc voilà, on va dire toute chose a ses deux faces, hein, il y a pile et face. Et après j'étais quand même très contente quand j'ai pu revenir sur la Grande Terre, hein, qui est quand même aussi une île, mais qui est quand même beaucoup plus grande. J'étais quand même très contente d'être délivrée de l'île des Pins. J'ai beaucoup de mal à y retourner. Je laisse l'île des Pins aux touristes, parce que les touristes il faut qu'ils passent. Ils y vont un week-end, ils y vont une semaine, et voilà, eux ils n'ont pas à souffrir de cette insularité. Et plus tard, je suis allée à Rapa Nui aussi. J'ai beaucoup aimé Rapa Nui. J'ai passé un mois là-bas. J'avais rencontré des danseurs qui étaient venus pendant le festival en l'an 2000. Et il fallait que j'aille voir, parce que c'est vrai que l'île de Pâques, hein, Rapa Nui c'est l'île de Pâques. L'île de Pâques c'est tout un mythe, hein, il y a les grands moaïs.
Et puis c'est quand même l'endroit le plus isolé de la planète, hein. Il n'y a pas d'endroit habité qui soit plus isolé. Il y a 5000 km de chaque côté, que ce soit le Chili, Tahiti c'est 7000, le Chili c'est 4 ou 5000. Quand on arrive là, on se dit, il ne faut pas que les avions tombent en panne, parce qu'on ne peut pas, on est là, on ne peut plus en sortir. Et je pense que là, c'est l'île la plus isolée de la planète où on peut vivre. Donc là, j'ai été au bout de ce que ça pouvait être. Mais j'ai beaucoup aimé les gens de l'île de Pâques. J'ai beaucoup aimé l'île de Pâques qui m'a beaucoup rappelé Saint-Pierre-et-Miquelon parce que, de par son isolement et sa situation dans l'hémisphère sud, mais c'est assez bas dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup de vent. Comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et c'est battu par les vagues, c'est extrêmement sauvage. Et les gens ont comme à Saint-Pierre-et-Miquelon quelque chose de très très particulier que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup écrit aussi à l'île de Pâques. Mais bon, il est bien évident que ce n'était pas non plus ma culture, je me sentais quand même très étrangère, forcément. Hein. Je crois que dans les îles, quand on n'y est pas né, on est quand même rien qu'un étranger tout le temps. Donc ça permet d'apprécier les choses, ça permet aussi d'en souffrir aussi, parce qu'on sent qu'on ne pourra jamais, on n'a pas sa place dans les îles. Si on n'y est pas né, si on n'est pas connu pour être le fils ou la fille d'eux, forcément on est un étranger dans une île. Et puis je suis revenue ici. Et est-ce que je me définis comme une insulaire Ce qui est sûr, c'est que je ne me définis pas du tout comme un écrivain calédonien. Je ne vois pas du tout comment je pourrais me définir comme un écrivain calédonien. Je ne suis pas née ici, je suis arrivée il y a 17 ans. Je ne suis pas kanak, je ne suis pas caldoche. Je suis de passage depuis longtemps, j'y serai peut-être encore longtemps, je ne sais pas. Mais je n'ai pas d'identité bien définie, je ne peux pas me revendiquer. Je fais partie d'une association de gens qui écrivent en Nouvelle-Calédonie. Donc on s'appelle Association des écrivains calédoniens, mais moi en plus je n'ai pas d'enfance à revendiquer ici. Je ne peux pas prendre la parole pour les gens. Je ne vais pas raconter l'histoire des Kanaks, je ne vais pas raconter l'histoire des Caldoches. Donc je fais mon travail d'écrivain, j'écris ce que j'ai à écrire. Je bénéficie des conditions de vie parce qu'on a une qualité de vie qui est quand même pas négligeable ici. Mais par contre, oui, insulaire dans le sens où ça fait longtemps que je vis dans les îles et que ça m'apporte une grande autonomie, une grande liberté. Parce que je suis insulaire, parce que je suis détachée de mon enfance, je suis détachée de ma famille, je suis détachée de la France. Donc forcément, je suis insulaire. Parce qu'il y a un grand espace entre moi. J'ai beaucoup de mal à aller en France. J'y suis très peu retournée. Une fois, j'ai laissé passer 10 ans sans mettre les pieds en France. Autant dire que quand je suis arrivée, je me sentais vraiment comme une insulaire. Je comprenais rien, je comprenais pas les gens, je savais pas ce qu'ils faisaient. Je savais que je pouvais pas communiquer avec les gens comme si j'avais changé d'identité réellement. J'étais une insulaire en balade dans les rues de Paris et tout était très étrange. Donc oui, forcément, je suis devenue une insulaire parce que je suis partie depuis trop longtemps et mon espace mental, même s'il est grand par l'écriture, il a dû se rétrécir aussi. Puisque l'espace étant petit, je suis bien certaine que pour arriver à se caler par rapport à la réalité des lieux, je suis persuadée que notre espace mental fait un peu mimétisme. Donc forcément, quand je me suis retrouvée à Sydney, j'aime beaucoup Sydney, qui est aussi une autre île continent, mais enfin, l'Australie est à côté. Pour moi, c'est devenu... aller dans une grande ville, maintenant, c'est terriblement exotique. Pour moi, aller marcher dans les rues de Sydney, c'est comme la lune, c'est une aventure extraordinaire. Si un jour je vais à New York, je pense que je vais tomber par terre à la renverse, parce que ce serait une aventure complètement déstabilisante. Du fait du rétrécissement, enfin de la géographie mentale dans laquelle on est, j'imagine que quand je vivais à Paris, j'étais très différente. Je me vivais comme habitant. J'ai vécu 2 ans à Paris. Mon espace intérieur était aussi grand que les avenues que je pouvais parcourir. Je marchais pendant des heures dans Paris. Ici, voilà, ça s'est rétréci. Mais c'est contradictoire parce qu'en même temps, ça s'est rétréci et ça s'est élargi puisqu'il y a l'océan tout autour. Les connexions ne sont pas du tout les mêmes en fait. C'est peut-être très étrange, mais c'est comme ça que je définis l'insularité.